Et votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama dans la grande interview, c'est l'économiste Eli Cohen. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous sur Boursorama, directeur de recherche au CNRS. Vous avez vu, lors de son déplacement en Grèce, Emmanuel Macron a défendu l'idée de mieux surveiller les investissements étrangers, notamment chinois, dans les secteurs stratégiques européens, de louables intentions évidemment, mais je crois savoir que déjà, comment est-ce qu'on s'y prend, et il y a déjà des choses qui sont faites sur le sujet. On se souvient, ça remonte un petit peu, mais sous Dominique de Villepin déjà, il y avait eu tout un truc pour justement limiter un peu les secteurs sur lesquels l'État doit donner son autorisation. Sous Manuel Valls, il y a eu le décret Montebourg en 2014, je crois, au moment où General Electric rachète Alstom, avec toujours ce besoin des autorités de valider l'opération, en élargissant donc les secteurs concernés, l'eau, la santé, l'énergie, les transports, les télécoms. Qu'est-ce que ça apporte de plus là? Il dit au niveau européen, c'est ça la nouveauté. Voilà, non, c'est une sacrée différence. Non, au niveau européen. Il faut bien voir une chose d'abord. Vous en pensez quoi? C'est par paresse qu'on considère qu'Emmanuel Macron est un libéral. En fait, quand on lit ce qu'il a écrit, quand on écoute les interviews qu'il a données pendant la campagne électorale, on découvre en fait quelqu'un qui est dans la tradition gaulo-pompidolienne d'interventionnisme industriel. Je vais vous en donner quelques exemples. Sur l'affaire STX. Vous savez, les chantiers de l'Atlantique qui appartenaient au groupe coréen STX, qui a fait faillite, et c'est Finmeccanica qui a décidé de racheter. Donc a priori, un investisseur européen dans un secteur non stratégique, alors que l'État avait déjà un tiers du capital. Non stratégique? Bah oui, je veux dire, fabriquer des bateaux de croisière, ce n'est pas quelque chose qu'on peut considérer comme stratégique. Il faut être précis. Ce qu'on considère comme stratégique, c'est deux choses. C'est soit des technologies duales ou les technologies de défense qui contribuent au secteur de la défense. Donc ça, c'est considéré comme stratégique et personne ne discute, si vous voulez, les Thales et compagnie. Ce qu'on considère également comme stratégique, ce sont les réseaux électriques, les réseaux de télécommunications, etc. Et donc dans ces deux domaines-là, on ne peut pas dire que les chantiers de l'Atlantique entrent facilement. Donc, pour autant, Emmanuel Macron est intervenu pour remettre en cause un accord qui avait été passé par le gouvernement précédent, par François Hollande. Et il n'a pas voulu donner la clé aux Italiens. Il n'a pas voulu donner la clé aux Italiens, alors même qu'il avait toute une série de garanties. Il avait la minorité de blocage et il avait l'accord préalable pour toutes les décisions importantes sur le plan de charge et sur les transferts de technologies à travers les brevets, etc. Donc il avait un co-contrôle, mais il a voulu un contrôle formel et donc il a cassé l'accord qui existait entre les Italiens et les Français, et il a, de fait, nationalisé les chantiers de l'Atlantique. Donc vous citiez Montebourg tout à l'heure, ce que Montebourg n'avait pas osé faire à Florange, Macron l'a fait à Saint-Nazaire. Donc c'est pas un libéral? Non, je dis en matière industrielle, c'est un dirigiste traditionnel à la française. Attendez, autre exemple, Areva. Areva qui a eu des difficultés, qui s'est engagé dans toute une série de voies qui étaient plus ou moins justifiées, qui avait contracté des contrats, notamment le fameux contrat finlandais qui lui a coûté une fortune. Milliards. Eh bien, Emmanuel Macron a décidé de recapitaliser non seulement Areva, mais également EDF pour que EDF reprenne la partie d'Areva qu'il voulait contrôler. Et tout ça au nom d'une idée qui était qu'il fallait absolument conserver la maîtrise de la filière nucléaire française, l'aider à rebondir, et il est même allé plus loin. Il a soutenu EDF dans son projet d'investir à Hinkley Point au Royaume-Uni, alors même qu'il y avait des débats au sein d'EDF sur la technologie de l'EPR. C'est pour ça que le directeur financier avait quitté d'ailleurs le navire. Exactement. Donc si vous voulez, on voit bien là un interventionnisme tout à fait direct. Et enfin, dernier élément... Pardon, sur l'énergie, pendant la campagne présidentielle, il trouvait aussi, Emmanuel Macron, que le portefeuille de l'État, qu'il y avait trop d'énergie dans le portefeuille de l'État. Donc en même temps, il n'y a pas une contradiction? Non, pas du tout. Justement, troisième terme, c'est la décision de créer un fonds de 10 milliards d'euros pour aider les start-up, pour aider le développement de la nouvelle économie, etc. Et première session faite, Engie, parce que là, il estimait que la part de capital qui était détenue par l'État était plus élevée que nécessaire. Et c'est là où vous voyez comment l'interventionniste français et le banquier d'affaires ancien se rejoignent à travers la fameuse disposition sur les droits de vote double qui permettent à l'État de baisser sa participation directe dans les groupes et de conserver le même pouvoir à travers les droits de vote double. Donc il est interventionniste en matière industrielle, et en même temps il propose que le screening, le filtrage des investissements étrangers
ne se fasse plus au niveau national, mais qu'on Voilà. passe à l'échelon européen. Alors effectivement, il n'y a pas de contradiction? Ah non, pas du tout, au contraire. Ce qu'il fait pour la France, il veut le développer pour l'Europe avec cette idée de la souveraineté européenne. Il estime que la construction européenne s'est faite sur les 30 dernières années un peu sur un mode angélique, sur l'idée libérons, 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 et le meilleur résultat en ressortira. Et il constate que, par exemple, les grands groupes dans la nouvelle économie sont soit américains, soit chinois, et il n'y en a pas d'Européens. Il constate que lorsque la Chine prend des mesures protectionnistes, l'Europe n'est pas capable d'avoir des mesures anti-dumping efficaces, alors que les États-Unis sont capables de les avoir. Donc la nouveauté dans le débat européen, c'est l'idée de protection et de souveraineté européenne. Et il veut à la fois la développer sur les travailleurs détachés et sur le contrôle des investissements étrangers. Lors de son grand discours à Athènes, il a dit que c'était un échec collectif pour l'Europe que le grand port du Pirée soit passé sous les mains chinoises. Sous main chinoise. Et il veut faire un montage européen pour que la prochaine privatisation portuaire, je crois que c'est Thessalonique, se fasse dans un cadre européen. Bon, c'est intéressant parce qu'il y avait Patrick Pouyanné, le président de Total, qui était aussi qui faisait partie de la délégation qui a accompagné le chef de l'État à Athènes, et qui dit à propos de la Chine, vous parlez de la Chine, il n'y a qu'à Bruxelles que les gens pensent que la Chine est une économie de marché, c'est une économie d'État. On le voit dans une industrie comme le solaire, où ils inondent le marché, où ils font du dumping. C'est ça la réalité, on en est toujours là, et les naïfs, ils sont toujours à Bruxelles. Eh ben, vous croyez pas si bien dire, parce qu'il y a eu un problème en fait. Il y avait eu une procédure anti-dumping contre les panneaux solaires chinois, parce qu'effectivement, le marché européen était complètement enseveli et les derniers producteurs européens ont disparu. Et vous savez qui a arrêté la procédure anti-dumping contre les panneaux chinois? C'était nos amis allemands, parce qu'eux avaient déjà décidé de renoncer à la fabrication de panneaux, parce qu'ils exportaient le matériel de fabrication des panneaux. Et ils estimaient, c'est ça la fameuse philosophie de la montée en gamme, ils estimaient que les technologies qu'ils contrôlaient étaient beaucoup plus intéressantes que la fabrication de panneaux, et qu'on pouvait sacrifier les panneaux dès lors qu'on pouvait vendre des équipements de lithographie, oui. Donc etc. finalement, et je reviens au sujet d'avant, difficile de se mettre d'accord avec tout le monde, puisque chacun a une stratégie de développement. Difficile, mais la nouveauté, c'est que Emmanuel Macron met ses dossiers sur la table, il n'a pas froid aux yeux, et il veut que l'Europe prenne une nouvelle direction. Alors tout le monde attend les résultats de la prochaine élection allemande pour savoir quelle va être l'ampleur du renouveau programmatique en matière européenne, mais en tout cas, Emmanuel Macron met les dossiers sur la table. Alors, vous avez vu juste avant que vous soyez sur ce plateau, on faisait un sujet sur est-ce que les épargnants ont de quoi s'inquiéter avec certaines dispositions fiscales à venir, notamment sur l'immobilier qui n'est pas favorisé, sur l'assurance vie avec un prélèvement forfaitaire unique à 30% pour les gros contrats. Juste sur ce prélèvement forfaitaire unique de 30% sur les revenus financiers, tout le monde dit, notamment ceux qui payent plus en marginal, c'est génial, mais c'est vrai qu'on en a parlé, on ne vous ment pas, on en a parlé quand vous êtes arrivé un petit peu plus tôt, on en a discuté ensemble, mais la question c'est derrière l'abattement de 40% sur les dividendes, qu'est-ce qu'il devient? S'il est conservé, c'est une bonne affaire. S'il reste… Si vous laissez toute la question de ces annonces, les annonces, lorsqu'elles sont faites, elles sont formidablement séduisantes. Et elles renvoient, vous l'avez noté, à l'application en France d'un modèle qui est le modèle de la taxation duale qui a été développé en Suède, c'est toujours le fameux modèle suédois, qui consiste à dire ce qu'on appelle la taxation du capital, en fait c'est de la taxation de l'épargne, et derrière la taxation de l'épargne, ce qui est en cause, c'est l'investissement, et donc l'utilité publique de l'investissement. Donc on ne peut pas avoir une fiscalité du capital qui soit trop pénalisante, alors que la philosophie française jusqu'à présent était de pénaliser très lourdement. Bien sûr, mais le nouveau système où on crée tous au génie 30% la prélèvement sur les revenus financiers. Comme vous le savez, de 30%, ça vient directement de Suède. C'est exactement le système qui est appliqué en Suède. Sauf que nous, on a un abattement de 40% sur les dividendes. Alors exactement, qu'est-ce qu'il devient ? Il y a cette question de l'abattement. On n'a aucune réponse pour le moment sur cet abattement de 40%. Et s'il reste cet abattement devait rester. Si l'abattement reste, donc la mesure est vraiment avantageuse, oui, puisqu'on paiera vraiment 30% sur les revenus du capital. Sur les 60% restants. Voilà, exactement. Mais si l'abattement de 40% si l'abattement est supprimé, à ce moment-là, ça augmente d'autant la taxation, parce qu'il faudra raisonner… Taxation des revenus financiers. Des revenus du capital, parce qu'il faudra raisonner, non pas comme aujourd'hui sur 100%, mais sur 133%, puisqu'on réintégrera la déduction de la fiscalité payée au niveau de la société. Donc potentiellement, il y a une mauvaise nouvelle pour les épargnants oui, bien entendu. qui touchent des dividendes. Donc si on taxe à 30%, non pas 100%, mais 133%, à ce moment-là, ça veut dire qu'on augmente d'autant
la taxation des revenus du capital. Et la règle magique qui était qu'on allait avoir un taux forfaitaire de 30% de taxation des revenus du capital ne tiendra plus. Et ce que je crains effectivement dans les semaines et les mois qui viennent, avec la préparation du budget, on le saura le 27 septembre. Voilà, avec la préparation du budget, c'est que la direction du budget multiplie les petites mesures comme ça qui entameront la clarté et la lisibilité de la mesure d'emblée qui était on supprime l'ISF sur les capitaux mobiliers et on a une taxe forfaitaire de 30% sur les revenus du capital. Dans le pire des cas, c'est peut-être une mauvaise affaire pour les épargnants d'avoir un prélèvement forfaitaire unique de 30%. Si on fait sauter les 40% d'abattement. Pardon d'insister, mais il faut bien qu'on l'ait en tête. Et là, rien n'est arbitré pour l'instant. Absolument. Il n'y a pas d'infos. On ne sait pas. Et puis, de toute manière, il faudra considérer en fait l'ensemble du tableau. Si vous voulez, il va y avoir des plus et des moins dans toutes les directions. Il va falloir consolider la mesure assurance vie que vous évoquiez également tout à l'heure. Et c'est quand on aura le tableau complet qu'on pourra dire si on s'est avancé vraiment dans cette direction. Je vous sens sceptique, pardon Elie Cohen. Je ne vous sens pas très rassuré. Mais je ne suis pas très rassuré parce que le point de départ était d'une clarté absolue. Nous surtaxons le capital sous toutes ses formes dans cette France. Or, en surtaxant le capital sous toutes ses formes en France, on se tire une balle dans le pied. Parce que, à la fois en termes d'attractivité, on perd des investissements étrangers, et en perte d'investissement, on conduit les Français à ne jamais investir dans le capital productif et à investir plutôt, jusqu'à présent, soit dans les produits réglementés, soit dans l'immobilier. Or, pour la première fois, on avait un gouvernement qui disait et il faut prendre à bras-le-corps cette question de la taxation du capital. Je vous signale juste au passage qu'on taxe à peu près 2 fois plus que nos voisins allemands. Donc il y a un grand effort à faire pour nous aligner par rapport à ce que font simplement nos voisins. Et donc, si on perd la clarté du message en multipliant les petites mesures... très peu de gens levaient le lièvre de cette histoire. Tout le monde sait qu'il y a un abattement de 40%, tous les gens, dans le débat public, on ne l'entend pas. Tous les gens avertis attendaient le détail des mesures avant de se prononcer. Bon, maintenant, on est avertis. Allez, comment est-ce que vous réagissez? Autre question, autre sujet, Elie Cohen. Quand vous entendez, la semaine dernière, c'était intéressant, j'ai envie de vous entendre là-dessus, le chef de l'État de demander aux propriétaires bailleurs de baisser de 5 € par mois les loyers. C'est un vœu pieux. Comment est-ce qu'il peut être entendu? Comment ça peut se réaliser, ce vœu pieux? Vous savez, je pense que ce message s'adressait essentiellement aux grands bailleurs professionnels, que ce soit les bailleurs sociaux ou les grands investisseurs qui détiennent des portefeuilles importants, pas aux petits particuliers. Il sait très bien que dans la location particulière, il n'y a pas d'immenses enjeux d'économie par rapport à l'effet de l'annulation de l'APL. Donc je crois que c'est un message qu'il envoyait aux grands investisseurs institutionnels et notamment aux grands bailleurs sociaux, dont j'ai découvert, comme vous à cette occasion-là, qu'ils avaient accumulé des réserves importantes et que donc il leur dit de renoncer à une partie de ces réserves importantes pour accompagner la politique du gouvernement actuel. D'accord, donc il peut faire réfléchir éventuellement les bailleurs sociaux, mais les grands bailleurs privés... Les grands bailleurs privés, éventuellement. Sans mettre chez eux. Éventuellement, mais certainement pas les petits bailleurs. Bon, la seule solution, encore une fois, on le rappelle, pour faire baisser les loyers, soit c'est l'encadrement, et on peut en discuter, soit c'est de construire plus. Alors, voilà. on attend d'ailleurs le projet du gouvernement. La grande idée d'Emmanuel Macron, c'est de dire qu'après avoir joué longtemps dans la solvabilisation de la demande, il faut frapper un grand coup sur l'offre. Et frapper un grand coup sur l'offre, on connaît très bien les problématiques. On sait que le facteur limitatif essentiel au développement de la construction de logements... Le foncier. Non, c'est le blocage. Non, c'est le blocage par les élus locaux. Ah, les maires. Donc les maires. Est-ce qu'il ira jusque-là? Est-ce qu'il ira jusqu'à retirer aux maires le pouvoir d'octroi du permis de construire? Je crois que ce qui est étudié... Alors, je crois que ce qui est étudié, c'est plusieurs choses. Premièrement, libérer du foncier, avec des méthodes très impératives, notamment libérer du foncier public à un prix très faible. C'était déjà l'idée de François Hollande, mais François Hollande s'est arrêté en cours de route, donc libérer du foncier. Et dans le cadre, par exemple, du grand chantier de la métropole parisienne, il y aura des possibilités. Deuxième élément, lorsque les maires de petites communes freinent, eh bien, c'est transférer le permis à l'intercommunalité ou à la métropole, c'est-à-dire si vous voulez, dans le millefeuille territorial au niveau supérieur, en pensant que là, on est moins sensible aux pressions, et éventuellement, dans des grandes opérations d'intérêt national, transférer carrément le pouvoir au préfet. Bon, vous y croyez, vous? Ça serait une révolution. Il y a une volonté, en tout cas. De toute façon, on ne peut pas rester dans la situation actuelle. On ne peut pas à la fois dépenser plus de 40 milliards d'euros pour la politique du logement, avoir un mal logement qui se développe systématiquement, réviser chaque fois à la baisse les perspectives de construction, lancer des grandes opérations nationales qui ne débouchent pas sur des changements significatifs en matière de construction. Il y a une obligation de résultat là.
Bon, réponse dans les prochains jours du ministre Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires. Merci à vous, Élie Cohen, Merci. économiste et directeur de recherche au CNRS, qui était l'invité en direct de la grande interview sur Boursorama. Merci.